Alors bonsoir chers téléspectateurs, comme promis nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir nous allons parler des deux étapes franchies par la Mauritanie, étape assez, une étape capitale dans son développement, l'une dans le domaine de la santé et l'autre dans le domaine du numérique. Jeudi dernier, donc, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a supervisé deux événements majeurs. La pose de la première pierre du Centre national de transfusion sanguine, une infrastructure destinée à garantir la sécurité transfusionnelle selon les standards de l'OMS. Et également l'inauguration du tout premier Nouakchott Data Hub, un outil stratégique pour la souveraineté numérique et la transformation digitale du pays. Deux projets structurants pour un avenir plus sûr et plus performant. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous Dr Khadijatou Ba, qui est directrice du Centre national de transfusion sanguine, mais également avec nous M. Yacoub Abidi, directeur des infrastructures au ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Bonsoir madame et bonsoir messieurs, merci de vous joindre à nous pour votre émission ce soir. Alors, nous allons parler ce soir de l'importance que revêt justement ces deux inaugurations, ces deux événements et ces deux centres aujourd'hui. Nous allons commencer par madame Ba qui va nous parler un peu de l'avancée stratégique pour le système de santé mauritanien. Je vous remercie madame et je vous remercie de m'offrir l'opportunité de parler aujourd'hui de la transfusion sanguine et surtout de ce projet très stratégique pour le ministère de la Santé et pour le système de santé national. Avant de répondre plus précisément à votre question, je voudrais rappeler un peu l'importance du système national de transfusion sanguine et le rôle, la mission du Centre national de transfusion sanguine. Le Centre national de transfusion sanguine a pour mission de rendre disponibles les produits sanguins sur le territoire national et d'assurer la sécurité transfusionnelle. C'est l'occasion de rappeler que le sang, c'est un produit thérapeutique qui est indispensable dans certaines situations pathologiques comme les anémies sévères chez la femme enceinte, les hémorragies pendant le partum et le postpartum, les anémies sévères chez les enfants, les accidents de la voie publique qui causent des traumatismes qui engendrent des hémorragies. Donc dans toutes ces situations-là, il n'y a pas d'alternative, il faut transfuser. Donc il faudrait que le sang soit disponible. Donc il est important qu'un système de santé dispose des infrastructures, de tout un dispositif national capable de rendre disponible de manière permanente, en quantité suffisante, du sang de qualité à toutes les populations qui en ont besoin. Donc ce centre de transfusion sanguine dont la première pierre vient d'être posée par son Excellence le Président de la République le jeudi 8 mai permettra d'augmenter les capacités de collecte de sang au niveau de Nouakchott et contribuera à près de 50% de l'approvisionnement en sang pour satisfaire les besoins des populations. Donc vous voyez que c'est très stratégique pour le département de la santé, ce projet. Alors avant de parler un peu du Nouakchott Data Hub, quelles sont les capacités vraiment que nous avons là, actuellement en termes de collecte, traitement, de stockage de sang? Justement, le centre que nous avons actuellement n'était pas conçu au départ pour des activités de transfusion sanguine. Donc il est confronté à des difficultés en termes d'espace et en termes d'agencement aussi des locaux. Donc ce n'est pas précisément adapté aux activités transfusionnelles. Et initialement, il était prévu pour une capacité de 12 000 dons de sang par an. En plus des unités de collecte mobile, c'est-à-dire les camions que nous avons, nous pouvons forcer et aller jusqu'à 15 000 dons de sang par an. Mais face à la forte pression de la demande de sang, l'année dernière, en 2024 par exemple, nous sommes allés jusqu'à 27 000 dons de sang, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Et ce futur centre qui sera là, qui sera opérationnel d'ici
une année et demie, il permettra d'atteindre plus de 40 à 45 000 dons de sang par an. Mais quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez en termes, parce que vous parlez de beaucoup de difficultés que vous avez à collecter le sang, quelles sont les difficultés que vous rencontrez réellement en termes de collecte de sang, en termes de mise à disposition de vraiment ce liquide précieux? Les difficultés que nous rencontrons, c'est les capacités à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions le maximum de donneurs permettant d'avoir des quantités suffisantes de sang pour répondre aux besoins de la population. Donc, nous faisons de la sensibilisation, mais en amont, nous n'avons pas suffisamment de capacité pour recevoir toutes ces personnes-là qui viennent donner leur sang. Donc, c'est le premier problème auquel nous sommes confrontés, c'est les capacités. Nous avons une ville de 1 600 000 habitants. D'après le recensement général de la population qui vient d'être publié il y a quelques mois. Et nous avons un site de collecte de sang qui est là, qui doit accueillir tous les donneurs potentiels de la ville de Nouakchott qui voudraient donner du sang. Donc ce projet, il a été mis en place justement pour répondre à cette problématique de capacité de collecte de sang pour pouvoir répondre aux besoins de la population mauritanienne. Parce qu'en amont, les centres qui sont à l'intérieur du pays se fournissent aussi à partir de Nouakchott? Non, les centres qui sont à l'intérieur du pays, je dirais plutôt les banques de sang pour le moment, qui sont à l'intérieur du pays, en dehors du centre régional de Kifa, elles approvisionnent leurs propres structures hospitalières qui sont dans ces wilayas-là. Donc chaque wilaya a un hôpital régional qui est équipé et qui est doté d'une banque de sang pour approvisionner l'hôpital pour ses propres besoins. Donc, le Centre national de transfusion sanguine, il collecte le sang pour les hôpitaux de Nouakchott. Aujourd'hui, nous avons 8 hôpitaux à Nouakchott et plus d'une trentaine de cliniques privées à Nouakchott qui sont approvisionnées par le Centre national de transfusion sanguine en sang et en produits sanguins. Donc, ce centre viendra vraiment à point nommé pour pallier le problème? Absolument. Comme je l'ai dit, il aura une capacité de minimum 40 000 dons par an. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, pour satisfaire les besoins en produits sanguins d'un pays, il faut que le nombre de dons de sang corresponde au minimum à 1 à 2% du nombre d'habitants. Donc nous avons une population de 4 900 000 en Mauritanie, d'après le dernier recensement national. Donc, si nous avons entre 49 000 à 100 000, donc 1 à 2% de la population, nous avons ce nombre de poches de sang, nous pouvons arriver à une autosuffisance en produits sanguins dans notre pays. Et donc, ce centre qui permettra de produire plus de 40 000 dons de sang par an, va contribuer à hauteur de 50% des besoins du pays, rien que Nouakchott. Donc si on additionne ce qui sera produit à l'intérieur du pays par les banques de sang et le centre régional de Kifa qui est déjà opérationnel et les futurs centres de transfusion sanguine qui seront mis en place, je pense que nous pourrons arriver à l'autosuffisance en produits sanguins pour notre pays. Madame Khadijatou, docteur Khadijatou, on va revenir sur le volontariat dans ce domaine-là, également sur la partie finance dans ce domaine. Nous allons passer à vous. Monsieur Mokhtar, dites-nous, ce centre, le Nouakchott Data Hub, comment il s'inscrit aujourd'hui dans la vision de la Mauritanie moderne? Bonsoir, merci de m'avoir invité et je suis très honoré ce soir de participer avec vous dans cet échange sur ces sujets que nous considérons très importants. Nouakchott Data Hub, ou plutôt en français Centre de données de Nouakchott, et nous le considérons comme un pilier principal de la transformation numérique en Mauritanie. Il participe dans la vision présidentielle, bien sûr, de la transformation numérique parce qu'il concrétise cette vision présidentielle en termes de souveraineté numérique, qui est le point le plus essentiel en termes d'innovation et aussi en termes d'accessibilité des citoyens à tous les services digitaux publics.
Ce centre est un élément principal de la révolution en transformation numérique que nous vivons aujourd'hui. Comme vous avez constaté, ces dernières années, il y a pas mal de systèmes d'information, des services publics qui commencent à être en ligne, toute la fintech, les services bancaires, tous les systèmes d'information en domaine de santé, éducation et tout. Tous ces systèmes d'information actuellement, jusqu'aujourd'hui, soit hébergés au niveau national dans des conditions qui ne sont pas du tout normalisées, qui ne sont pas du tout sécurisées, ou hébergés à une grande partie à l'extérieur, essentiellement en Europe, aux États-Unis et tout, sur des data centers qui vendent ce genre de services. Donc il y a déjà la souveraineté, il y a la sécurité des informations, il y a les données privées, les données personnelles de la population mauritanienne et tout. Donc on a pensé qu'il est temps d'avoir notre propre centre de données au niveau de Nouakchott, normalisé, certifié par les grandes institutions internationales, afin d'avoir la main sur les données nationales. Donc c'est vraiment une avancée notoire pour le pays. Exactement. Exactement, c'est une avancée très importante, surtout en termes d'infrastructures numériques, parce qu'après l'accessibilité en international via les câbles sous-marins, après l'expansion des fibres optiques sur tout le territoire national, après l'expansion des réseaux 4G, 3G que vous avez vu et bientôt la 5G, il est temps aussi de penser à la partie stockage, la partie sécurité des données et tout. Vous avez parlé de certification, vraiment. Qu'est-ce que cela signifie, ces certifications-là, au niveau international, et aussi quel avantage aussi concret pour les utilisateurs, justement, de cette data-là? Cette certification, ce centre est certifié par un institut international reconnu dans le secteur qui s'appelle Uptime, certifié aussi niveau 3, c'est-à-dire qu'en termes de disponibilité du service, en termes de maintenance sans interruption de service, et en termes de sécurité aussi des données. Donc, un centre certifié Tier 3, c'est-à-dire qu'il est sécurisé en termes d'énergie, sécurisé aussi en termes de sécurité et de continuité de service. C'est ça, en quelque sorte, la certification d'un centre. Mais aujourd'hui, que représente ce centre-là aujourd'hui pour les utilisateurs de ces données-là? Vous avez parlé de sécurisation, vous avez parlé également de souveraineté, mais quelles sont vraiment ces valeurs pour qu'on puisse vraiment comprendre l'importance de cette sécurité-là pour les utilisateurs, justement, de cette data-là? Tout à l'heure, dans le journal, nous parlions de la manière d'utiliser la data et tout, concernant la piraterie, par exemple, ou tout ce qui est nocif, justement, comment faire mettre le pour et le contre sur la partie nocif, la partie positive, justement, de toutes ces informations qu'on peut avoir sur Internet. Pour vous simplifier la chose, un data center, vous pouvez l'imaginer comme un coffre-fort. On n'a pas la main sur les données de l'entreprise X ou Y, sur le ministère X ou Y, sur telle administration, mais on donne à ses clients avec S la possibilité d'héberger leurs informations dans un environnement sûr, sécurisé, normalisé, et c'est à eux de gérer leurs informations, c'est eux seulement qui ont l'accès à leurs informations, seulement que leurs informations ont garanti leur disponibilité, leur sécurité. Sécuriser parce qu'il y a des normes internationales dans ce secteur, comment sécuriser l'accès à cette information, comment garantir une énergie continue, comment même garantir l'environnement, parce qu'en centre de données, il faut une climatisation, et il faut un degré d'humidité bien contrôlé, il faut l'accessibilité en termes de réseau. Donc c'est ça. Tout simplement c'est ça. Donc les gens pensaient que l'État va prendre les données de toutes les entreprises ou les particuliers pour les garder à part, avoir les traitements. Non, pas du tout. Les données sont gérées par leurs propriétaires. Nous, on donne seulement un environnement sûr, fiable, normalisé, afin de sécuriser et de garantir la disponibilité de ces systèmes d'information à leurs propriétaires. Et aujourd'hui, quels sont les services qui sont accessibles pour les institutions publiques, parce que c'est public et privé, non? Quelles sont les institutions aujourd'hui? Bien sûr, ce data center, il va offrir les services classiques en termes d'hébergement, les services cloud, les services cloud privés et publics. Le gouvernement est un client comme toutes les autres entreprises privées. Il a son propre cloud gouvernemental qui sera le premier installé dans 5 mois normalement. Il donne aussi l'hébergement colocalisé, c'est-à-dire que le client peut amener lui-même ses serveurs, l'installer dans un rack
il peut louer un espace en termes de mètres carrés. Et comme qu'on donne aussi les solutions classiques d'hébergement en termes de serveurs dédiés, en termes d'espace de stockage, solutions de messagerie, n'importe quel type de solution. Voilà. D'où l'importance vraiment de la sécurité dans ce domaine-là. Nous parlons d'énormes données que ce centre va héberger. Comment justement garantir que vous garantissez la sécurité et la confidentialité de ces données-là? La confidentialité est garantie parce que nous, on n'a aucune visibilité. Le futur gérant de ce centre de données n'a aucune visibilité sur le contenu de ces serveurs, sur les données elles-mêmes. C'est le propriétaire de ces données qui a uniquement l'accès à lui-même. Nous, on garantit l'accessibilité en termes réseau, il y a les firewalls, il y a beaucoup de stratégies de sécurité avant même d'avoir l'accès à ce centre de données. Et c'est des procédures très connues partout dans le monde, des procédures, des normes à respecter. Et bien sûr, il y a une administration. Le centre de données est une grande entreprise. Il a un personnel, des ingénieurs, des techniciens, et ils travaillent 24/24. Ils ont même des dortoirs dans le centre de données et tout. Et donc, c'est un personnel très qualifié pour garantir la disponibilité et la sécurité de ces informations. C'est un projet assez grand, je dirais, et assez innovant. Avons-nous vraiment, la Mauritanie aujourd'hui, est-elle vraiment capable de sécuriser ces données-là, de gérer tout ça, de tout ce qui est la partie sécurité, la partie confidentielle et la partie même technique et ressources humaines? Nous en sommes capables maintenant? Bien sûr, nous sommes capables. D'ailleurs, nous, on n'invente rien. Ça, c'est un modèle qui est très connu partout dans le monde. On n'a pas créé la roue, c'est juste on fait ce que tous les autres font. Mais seulement en Mauritanie, c'est nouveau. Parce qu'il est temps de nationaliser ces données. Ce que nous faisons, c'est nationaliser des données. Aujourd'hui, la richesse et l'information la plus importante, c'est les données, comme vous le savez. Ce n'est plus les mines, ce n'est plus les gisements et tout. C'est les données qui sont la richesse réelle recherchées partout dans le monde. Donc au moins garder ses propres données, les maintenir et les mettre dans un environnement normalisé, sécurisé. Est-ce que ce centre peut avoir un impact sur la vitesse, par exemple, de l'Internet en Mauritanie? La vitesse de l'Internet, bon, vous pouvez considérer qu'actuellement, comme vous le savez, n'importe quel utilisateur en Mauritanie, pour solliciter n'importe quel service, tous ces services sont hébergés à l'extérieur. Donc il va emprunter l'Internet pour atteindre les serveurs sur lesquels il y a le système qui va répondre à son besoin. Même une simple messagerie, Gmail, Yahoo et tout, vous partez aux États-Unis et vous retournez. Donc c'est des requêtes qui sortent et retournent. Donc c'est une consommation de la bande passante internationale. Donc cette bande passante internationale qui est très coûteuse en termes de devises que nous payons, nous, les opérateurs, l'État et tout, et la demande est très gourmande en bande passante. Donc c'est une facture exponentielle avec la demande. Actuellement, avec ce data center, avec la création d'un contenu local, parce qu'il va permettre aux ingénieurs, aux startups mauritaniennes, aux fournisseurs de contenu d'avoir un contenu local dans un environnement sécurisé. Et donc, au début, on va commencer un pourcentage qui peut aller de 10 à 20%. Au fil des années, on va atteindre 70% de contenu local sollicité, ce qui va réduire, ce qui va optimiser la bande passante internationale et aussi accélérer la vitesse des requêtes. Donc, en quelque sorte, ça améliore la qualité à l'accessibilité des informations. Et ça coûtera moins cher? Bien sûr, parce que nous, on ne paye plus de fournisseurs internationaux pour emprunter l'Internet. D'accord. Comment ce centre, justement, permettra de rapatrier certaines données jusqu'à l'héberger à l'étranger? Bon, repatrier au vrai sens, nous, il y a deux parties. D'abord, c'est volontaire. Le propriétaire des données, supposons une banque et tout, chacun a la possibilité de choisir d'avoir ces données près de lui ou de les avoir à l'international avec un contrôle, avec moins de contrôle, mais quand même, l'État va exiger aussi, via des lois et tout, surtout concernant les informations sensibles et tout, de les avoir au niveau national. Et est-ce qu'aujourd'hui la Mauritanie peut prétendre à devenir un hub numérique dans la sous-région? Bien sûr, on travaille d'ailleurs sur ça et c'est dans notre stratégie numérique. Nous travaillons pour devenir un hub, surtout pour les pays du Sahel. Comme vous le savez, ces pays du Sahel n'ont pas un accès sur l'Atlantique.
Et donc, pour accéder à l'Internet, pour avoir des capacités Internet, ils doivent passer par un pays côtier. Donc la Mauritanie, avec les câbles sous-marins que nous avons actuellement, avec les 2 câbles sous-marins sur lesquels nous travaillons, on va garantir l'Internet à ces clients. Et donc, ils peuvent avoir leurs données, leurs équipements pour accéder à l'Internet hébergés dans ce centre de données. Et ces centres de données aussi, en général, ils sont sollicités par toutes les entreprises internationales, les GAFA comme Google, Facebook et tout, pour avoir leur cache disponible près géographiquement des clients. Google, le data center principal est aux États-Unis par exemple, mais il a des copies régionales pour délivrer l'information avec moins de latence aux utilisateurs finaux afin d'améliorer la qualité du service. Donc c'est sûr que ce centre, comme qu'il répond aux normes internationales, il va être sollicité par ces entreprises internationales. Les câbles sous-marins, les data centers, maintenant c'est devenu des sujets partagés entre les différents pays, chacun pour sécuriser ses informations, pour sécuriser son accès à l'international. Nous, on peut solliciter le Sénégal pour des câbles internationaux, l'Algérie, le Maroc, même chose pour les centres de données, afin de répliquer, d'avoir des sauvegardes n'importe où. Et quand est-ce que ce centre sera disponible, sera opérationnel? Le centre, techniquement, il est opérationnel aujourd'hui, mais administrativement et commercialement, je pense 1 à 2 mois. Parce que l'entreprise qui est l'IMT International Mauritanie Télécom, qui va la commercialiser, on doit lui faire un transfert de tout avec une formation aussi de son personnel et développer son offre commerciale, ses gammes et tout. Donc ça va prendre une petite période. Une petite période. C'est ça. Je disais avant de commencer l'émission même, je disais que c'était le sujet de la santé et le sujet IT sont un petit peu différents, mais tout à l'heure vous parlez des données que par exemple le centre de transfusion sanguine peut avoir chez vous. Genre l'importance aussi que les domaines se sont quand même liés. Parce que vous avez besoin de ça, je sais pas, pour garder vos données. Vous avez besoin du centre également, ou même ces données-là, pour les volontaires, pour atteindre la population. Absolument. Nous sommes un établissement sous tutelle du ministère de la Santé. Sans connaître les détails, mais je sais qu'actuellement, le ministère de la Santé travaille en étroite collaboration avec le ministère du Numérique, justement par rapport à la gestion des données et à la numérisation des données. Nous, en centre de transfusion sanguine, c'est très important la numérisation des données et la traçabilité des activités de transfusion sanguine. Et ça concerne un aspect de la transfusion sanguine qu'on appelle l'hémovigilance, c'est-à-dire pouvoir toujours retracer un don de sang depuis le donneur jusqu'à l'utilisateur final, c'est-à-dire le receveur, et pouvoir détecter les anomalies, identifier l'origine de l'anomalie, apporter les actions correctives ou les actions préventives. Et pour cela, si on n'a pas une bonne traçabilité des données, des informations, c'est extrêmement difficile d'y parvenir. D'où l'importance de la numérisation de toute notre activité. Et je pense que le ministère du Numérique, en collaboration avec le ministère de la Santé, pourra nous aider à y parvenir. Vous rejoignez un peu, M. Yarkoub? Oui, effectivement, je rejoins parfaitement Dr Ba, parce que le centre de transfusion sanguine, comme tout établissement, normalement, il a un système d'information. Ce système d'information génère une quantité importante de données, surtout les donneurs de sang, leur traçabilité, leur historique, leurs statistiques et tout. Donc, c'est un système d'information très sensible et très important. Même, comme ce que disait tout de suite le docteur, en termes de statistiques, nombre de donneurs par rapport à la population et tout, pour avoir ces données, pour avoir ces tableaux de bord, il faut un système d'information. Ce système d'information, pour qu'il soit accessible, pour qu'il soit exploité par le ministère, il doit être dans un environnement sûr, sécurisé, disponible et tout. Donc, l'importance de le déployer dans le data center. Parfait. Dites-nous, docteur Ba, c'est important, si je ne me trompe pas, dans le domaine dans lequel vous êtes, la transfusion sanguine, c'est important les dons volontaires. Absolument. Et c'est important, oui, c'est important aujourd'hui, vous parliez de ça tout à l'heure, d'avoir des personnes qui font des dons, mais aussi que votre centre soit capable vraiment de recevoir ces personnes-là et d'exploiter justement ces dons-là. Absolument. L'OMS recommande que
tout pays ait au moins 80% des dons qui soient issus de donneurs volontaires et bénévoles. Parce que ça garantit la sécurité du sang. Et en Mauritanie, nous avons la majorité de nos donneurs, des donneurs familiaux. Ce sont des donneurs de remplacement qui viennent lorsqu'ils ont un malade qui a besoin de sang. Et là, ils donnent du sang pour pouvoir bénéficier eux-mêmes de sang. Nous, notre objectif, justement, grâce à ce projet, c'est d'inverser la tendance. Pour attirer les donneurs volontaires, il faut créer les conditions. Il faut créer un environnement qui les encourage à venir donner du sang et à revenir pour devenir des donneurs de sang volontaires et fidèles. Donc, dans le cadre de notre stratégie, nous avons mis en place un plan de communication, justement, pour attirer les donneurs volontaires. Nous voulons nous compter sur le partenariat avec les organisations de la société civile qui sont sur le terrain, qui nous accompagnent justement à faire des sensibilisations de proximité auprès des populations. Parce que nous, la difficulté de notre activité, c'est que nous travaillons avec une matière première qu'on ne peut ni fabriquer ni acheter. Nous ne pouvons l'obtenir qu'à travers des dons provenant de la population, de personnes saines. Et donc, il faut aller vers ces populations-là, il faut les sensibiliser, leur faire comprendre les enjeux, l'importance du don et les amener à venir donner du sang volontairement. Il ne suffit pas de donner une seule fois. Lorsqu'on est apte au don de sang et qu'on donne une seule fois, on peut devenir un donneur régulier jusqu'à l'âge de 60 ans. L'âge limite pour donner le sang, c'est 18 à 60 ans. Donc, notre objectif, notre stratégie de promotion du don de sang, c'est de créer les conditions pour que cette frange de la population de 18 à 60 ans puisse venir dans des conditions appropriées et pouvoir donner du sang de manière volontaire, mais pas de manière à donner le sang que lorsqu'on en a besoin. Parce que là, ça ne nous permet pas de faire face aux urgences. Parce que lorsqu'il y a une urgence, il faut que le sang soit déjà là. Et il faut savoir qu'il est recommandé que le sang soit traité pour en faire des dérivés sanguins qui améliorent l'efficacité du sang. Et ces dérivés sanguins ont chacun une indication précise. Je veux parler par exemple des kilos de globules rouges, des plaquettes ou de plasma. Au lieu d'utiliser le sang total tel qu'il est prélevé chez le donneur, il est préférable de le traiter, de le transformer en dérivé. Ça permet aussi de rationaliser l'utilisation du sang. Donc au lieu d'utiliser une poche de sang pour un malade, en le traitant et en le transformant en dérivé sanguin, nous pouvons avoir 3 poches de sang qui pourront bénéficier à 3 malades. Donc c'est pour cela que nous voulons encourager les donneurs à venir à l'avance pour nous donner le temps de traiter ce sang pour en faire des dérivés sanguins qui soient disponibles lorsque la demande arrive. Donc si je comprends bien, c'est important que les volontaires sachent, enfin même pour leurs parents ou de l'avenir proche, on ne sait jamais, que c'est important de faire un don avant pour que le sang puisse être traité et que ce soit beaucoup plus efficace pour le malade. Absolument, absolument. Donc le fait de venir lorsqu'on a besoin du sang, il y a un risque de ne pas trouver le groupe sanguin, par exemple, qu'on recherche, surtout pour les groupes rares. Donc, il est préférable de venir donner du sang avant que le besoin ne soit là. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir un parent qui est malade pour donner du sang. Il faut se dire qu'il faut aller donner du sang parce que ça servira. Il y a toujours des malades en permanence. Chaque jour dans nos hôpitaux, dans nos cliniques privées, il y a des malades. Donc, il faut venir à l'avance, donner le sang, donner le temps au centre de transfusion sanguine de le traiter, de l'analyser. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites dans le sang, des analyses immunologiques pour déterminer les groupes sanguins et des analyses pour rechercher les maladies éventuelles dans ce sang. Donc tout ça, ça demande du temps. Donc si on vient tout de suite, qu'il n'y a pas de sang, qu'on donne du sang, on ne peut pas faire tout ça et disponibiliser le sang rapidement. Donc d'où l'importance de venir avant
qu'il n'y ait le besoin de sang. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la santé maternelle et infantile qui est vraiment un secteur qui est assez voilà, touché par tout ça. Absolument. D'ailleurs, pourquoi ce projet de renforcement de la transfusion sanguine, de mise en place d'un centre de transfusion sanguine répondant aux standards internationaux avec une grande capacité et vraiment stratégique pour le secteur de la santé, c'est parce que la mortalité maternelle aujourd'hui en Mauritanie dépasse les 400 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est vraiment une situation très préoccupante. Et l'une des causes principales des décès maternels en Mauritanie, ce sont les hémorragies du partum et du postpartum, c'est-à-dire pendant l'accouchement et après l'accouchement. Et c'est une urgence vitale. Donc si le sang n'est pas disponible, comme je viens de le dire tout à l'heure, déjà prêt à être utilisé, le sang déjà séparé en dérivés sanguins, la femme peut perdre la vie immédiatement. Donc, d'où l'importance de créer les conditions pour pouvoir vraiment, partout sur le territoire national, parce que les données sont peut-être plus encore préoccupantes à l'intérieur du pays, où l'accès au sang est encore plus difficile qu'à Nouakchott. Donc d'où l'importance de créer non seulement ce centre national de transfusion sanguine à Nouakchott, mais aussi d'avoir des antennes aussi capables de faire ce que nous faisons aujourd'hui à Nouakchott. Mais c'est un projet. Il y a des projets aussi de création de centres régionaux de transfusion sanguine à Nema, à Attar, à Nouadhibou et à Kayedi. Ce sont des projets qui sont en cours, en plus du centre régional qui a été créé et inauguré en 2024, en mai 2024 à Kifa. Donc ces 5 centres régionaux de transfusion sanguine viendront renforcer le Centre national de transfusion sanguine pour nous permettre justement de résoudre cette problématique de mortalité maternelle. Je rappelle que cette problématique de mortalité maternelle, la réduction de la mortalité maternelle est la composante 1 du plan national de développement sanitaire de la Mauritanie 2022-2030. C'est aussi l'objectif 3.1 du développement durable à l'horizon 2030. Donc c'est vraiment si la transfusion sanguine ne peut pas subvenir aux besoins du pays en sang, ce sera extrêmement difficile d'arriver à ces objectifs. D'où l'importance aujourd'hui de la mise en place de ce centre et d'autres centres, espérons, similaires à l'intérieur du pays. C'est ça. Donc il y a une certaine coordination entre ce centre national-là et les centres régionaux, une certaine coordination assez forte régionaux de transfusion. Ces centres régionaux de transfusion sanguine sont des structures déconcentrées du Centre national de transfusion sanguine. En réalité, ce sont des antennes, parce que le système national de transfusion sanguine, c'est un système pyramidal. Au-dessus, il y a le Centre national de transfusion sanguine. Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faut qu'il y ait une coordination nationale de la transfusion sanguine pour rationaliser, en tout cas, les ressources en matière de transfusion sanguine, pour harmoniser les pratiques et pour mieux organiser la gestion des produits sanguins au niveau du pays. Donc ces centres dépendent du CNTS et à ce niveau-là, ils vont mettre en place les mêmes procédures qu'au niveau du CNTS. Et nous avons parlé, tout à l'heure je parlais de ressources humaines, de personnel assez clairement qualifié pour justement quand vous parlez de dérivés, de sang et tout ça, je suppose qu'il faut vraiment, ou je suis sûre qu'il faut vraiment des formations adéquates qui sont prévues aujourd'hui pour le personnel médical et paramédical. Absolument, et nous avons déjà commencé ces formations dans le cadre de conventions de collaboration que nous avons signé avec nos partenaires, par exemple du Centre national de transfusion sanguine de Rabat et de l'établissement français du sang également. Nous avons déjà commencé ces formations dans tous les métiers de la transfusion sanguine, sur toute la chaîne transfusionnelle, depuis la collecte, la qualification biologique, la préparation des dérivés dont j'ai parlé, jusqu'au transfert dans les structures hospitalières et les cliniques, et même l'utilisation du sang et aussi ce qu'on appelle la sécurité transfusionnelle. Donc ces formations ont déjà commencé. L'année dernière, en 2024, nous avons formé
quasiment tout notre personnel dans les procédures de qualité, justement, et dans tous les métiers de transfusion sanguine. Mais ça va se poursuivre parce que nous avons un programme de formation continue. Bon, il y a la formation initiale que nous voulons encourager aussi, parce qu'en Mauritanie, il n'y a pas de formation initiale en transfusion sanguine. Le personnel doit aller à l'étranger, à l'extérieur, pour faire ces formations-là. Mais nous avons la capacité de faire des formations continues, in situ, nous-mêmes au niveau du CNTS ou avec l'appui de nos partenaires dont je viens de parler, du Maroc ou de la France, avec lesquels nous avons des conventions. Avant de revenir un peu sur le partenariat que vous avez pour ce centre, les technologies, je suppose que vous avez mis en place des technologies assez numériques, assez modernes, justement pour intégrer, vous en parliez tout à l'heure en accord avec M. Yacoub, pour intégrer, assurer la traçabilité de ces dons-là. Oui. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment mis en place un système vraiment de numérisation de toutes nos données. C'est un processus, ça rentre dans le cadre de notre projet qui est en cours. Donc, dans le cadre, il y a la construction, il y a le renforcement des ressources humaines, il y a la numérisation de notre activité et de nos données. Tout ça, c'est un processus qui est en cours, mais il est prévu. Dans notre prochain centre, nous avons prévu justement la numérisation de toute notre chaîne transfusionnelle, depuis l'entrée du donneur jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la distribution du sang. Donc c'est un processus qui démarre actuellement. Il n'est pas encore arrivé à son stade final. Voilà. Alors, M. Yacoub, pour aujourd'hui revenir sur l'importance justement de la numérisation, nous prenons comme exemple, parce que Dr Baïla, de la numérisation vraiment de ce centre-là, ou de tout le système sanitaire aujourd'hui, et l'importance aussi du centre data center qui va être mis en place. L'importance vraiment pour nous, c'est de donner et d'avoir un centre à côté qui puisse vraiment traiter ces données-là ou garder même ces données-là. Oui, bien sûr, le secteur de la santé, d'une façon générale, pas uniquement la transfusion sanguine, comme tout le secteur d'ailleurs, il est temps de se dématérialiser, c'est-à-dire de passer aux solutions digitales, d'avoir des systèmes d'information pour gérer les hôpitaux, des systèmes d'information pour gérer les centres de transfusion sanguine, d'avoir même ce qu'on appelle de fichiers patients. C'est-à-dire chaque patient doit avoir son fichier avec tout son historique de maladie, son groupe sanguin, tout. Si un médecin le consulte, il a tout l'historique de ce patient pour éviter les sensibilités qu'il y a avec tel médicament ou tel médicament. Ça, c'est une chose que nous n'avons pas. Oui, mais en cas d'accident de la route, par exemple, c'est vraiment des données qui sont assez... Oui, donc en NNI, le numéro national doit être lié avec son fichier maladie. Une fois consulté au niveau de n'importe quel centre, il doit avoir l'accessibilité. Bien sûr, ce fichier doit être protégé avec un mot de passe que le patient lui-même détient ou quelque chose comme ça, pour sécuriser ses informations personnelles. Nous, au niveau du ministère de la Transformation numérique, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons une convention, on travaille sur le parcours des médicaments qui est un point très sensible et avec lequel nous avons commencé parce que c'est devenu vraiment un danger pour sécuriser tout le processus depuis l'usine, depuis le laboratoire jusqu'aux pharmacies, jusqu'à l'utilisateur final afin d'assurer une traçabilité pour ces médicaments, leur qualité, leurs conditions de magasinage et tout, conditions de port et tout, avec un code pour chaque médicament et tout. Ce système sera opérationnel bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est le système d'information des hôpitaux qui vont garantir tout le processus entre les différents services d'un hôpital,
la comptabilité, le personnel et tout. Donc tous ces systèmes d'information, bien sûr, ils doivent être hébergés et sécurisés quelque part. Et la solution la plus proche, la plus sécurisée, la solution nationale, c'est ce centre de données de Nouakchott. Aujourd'hui, quelle opportunité justement ce centre offre, opportunité de développement, j'entends, offre aux jeunes dans le secteur numérique? Parce qu'on a quand même vraiment, nos jeunes sont vraiment très intéressés maintenant, ils sont vraiment à fond dans le secteur numérique IT. Oui, effectivement, ce centre de données, comme tous les centres de données d'ailleurs, lui-même, il constitue un écosystème entrepreneurial. Parce qu'il va permettre le développement des startups, des solutions numériques, de pouvoir disponibiliser à tous les développeurs, les jeunes IT et tout, des environnements de développement, des solutions moins chères, plus pratiques pour l'hébergement de leurs solutions et tout. Donc ça va créer aussi la possibilité de formation spécialisée, et il va être aussi, il va créer de l'emploi direct et indirect. Un emploi indirect via l'écosystème qu'il va créer aux alentours, parce qu'il va motiver, il va booster un peu l'économie numérique du pays. Et quand nous parlons de perspectives, est-ce que nous avons là des perspectives d'extension ou de duplication de ce modèle de centre-là au niveau des autres villes de la Mauritanie? Effectivement, obligatoirement, ce centre de données lui-même, il doit être sécurisé. On va mettre bientôt, on a déjà commencé à travailler là-dessus, un centre qui va sécuriser ce centre. Parce qu'il faut toujours avoir... il faut sécuriser ce centre. Bien sûr, ce centre sécurise les données des clients, mais lui-même, il faut qu'il soit sécurisé. Parce que, supposons qu'une foudre ou n'importe quoi est tombée là-dessus, malgré qu'en termes de construction génie civil, il est très bien protégé contre n'importe quel type d'événement. Ce n'est pas de construction classique des maisons que vous connaissez. Donc il est bien bâti d'une façon bien spécialisée. Mais quand même, il doit avoir une redondance, une réplication dans une ville géographiquement aussi séparée de Nouakchott, à Nouadhibou, à Ndiago par exemple. On pense, pourquoi j'ai dit Nouadhibou, Ndiago? Parce qu'il faut penser à des climats... à des climats qui ne sont pas chauds en termes... parce que le centre de données lui-même, il génère de la chaleur, plus de chaleur, donc plus de demande sur la climatisation, plus de consommation d'énergie. Consommation d'énergie, c'est la facture énergétique qui s'élève. Donc, calculer la rentabilité de ce centre de données lui-même, en fin de compte, est une entreprise avec un but lucratif. Donc, il faut toujours chercher des solutions comme les solutions solaires pour une source alternative moins chère d'énergie, et des lieux avec un environnement climatique acceptable. À un moment, nous avons parlé des collaborations qui peuvent être envisagées dans la sous-région, d'autres pays ou des partenaires technologiques. Oui, nous, au niveau du ministère, on a des partenariats avec les pays voisins, les pays frères, avec les pays européens pour toujours bénéficier de leur expérience, parce que nous sommes nouveaux dans ce domaine. Comme ce que disait tout de suite Dr Ba, en termes de santé, leur centre a des partenariats. Nous avons des partenariats avec le Maroc, l'Algérie, la France. On essaie de développer pour monter en compétences et pour former davantage le personnel d'exploitation. Est-ce que le financement au niveau de ce centre-là est mauritanien? Non, ce centre est financé par la Banque européenne d'investissement. C'est un financement qui englobe ce centre et le câble sous-marin qui va être à Nouadhibou. Avec ces travaux vont achever dans 24 mois. Et voilà, donc c'est un financement lui-même, il a été construit à 8 millions d'euros. Et voilà, c'est un prêt constitutionnel, bien sûr. Alors pour revenir, pour parler du financement, je vous le disais tout à l'heure, docteur, c'est le rôle aujourd'hui, parce que vous avez un bailleur qui vous finance. Absolument. Notre centre est financé pour la construction entièrement par l'Agence française de développement. Il sera entièrement équipé. Pour l'équipement, il sera à moitié financé par le ministère de la Santé et l'autre moitié par l'Agence française de développement, à hauteur de la construction et l'équipement, plus de 1 milliard d'ouguiya. Donc c'est important aujourd'hui, je dis ces deux projets qui prouvent qu'aujourd'hui vous bénéficiez
des deux côtés vraiment de bailleurs assez solides qui financent. Oui. Donc, ça montre un petit peu l'importance de ce projet-là et à quel point la Mauritanie est assez mature pour gérer ces deux structures. Oui, je profite de l'occasion pour dire que l'Agence française du développement nous accompagne depuis plus de 4 ans. Nous étions bénéficiaires d'un projet appelé Temeyouz, financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France depuis 2020. Dans ce cadre-là, nous avons bénéficié non seulement de la construction de notre nouveau centre, mais nous avons bénéficié aussi de renforcement de capacité de nos ressources humaines. La stratégie de promotion du don de sang et le plan de communication dont je viens de parler tout à l'heure, que nous avons, a été élaboré aussi dans le cadre de ce projet-là, ainsi que d'autres appuis en termes de renforcement de la qualité aussi dans notre système national de transfusion sanguine. Donc c'est très important la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Donc ils viennent appuyer notre pays dans des projets structurants, des projets très stratégiques pour notre pays et nous les remercions pour cela. Alors docteur, une dernière question, peut-on envisager que ce centre devienne, c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure, vraiment un pôle régional de référence en Afrique de l'Ouest? La transfusion sanguine est complètement différente, en tout cas d'un data center. Elle est même très différente même d'un hôpital, en ce sens que l'activité essentielle du centre de transfusion, c'est de disponibiliser les produits sanguins en quantité et en qualité pour le pays. Déjà, c'est un gros challenge. Même les pays à fort revenu, comme les pays occidentaux, comme la France, chaque jour en font un combat, chaque jour pour avoir suffisamment de sang. C'est toujours un combat. D'où l'importance de la sensibilisation. Voilà, d'où l'importance de la sensibilisation. Donc, être un hub pour la sous-région, ça veut dire fournir du sang à la sous-région. Je parle plutôt du domaine où ce sera un exemple. Un exemple, oui. Un exemple, une référence. Il y a des aspects dans lesquels nous pourrons être une référence. Par exemple, dans le cadre de ce projet, je pense que nous pouvons initier d'autres services, d'autres activités, notamment je pense au fractionnement du plasma. Aujourd'hui, nous produisons une grande quantité de plasma qui n'est pas utilisé et qui est perdu, alors que si nous avions les conditions par le passé pour pouvoir rendre ce plasma acceptable pour les entreprises nationales ou internationales qui font le fractionnement du plasma pour en faire des médicaments dérivés du sang, en ce moment, nous pourrions être vraiment une référence et pouvoir même vendre ces produits dérivés du sang dans la sous-région, par exemple dans les pays environnants. C'est-à-dire que si je veux vous expliquer davantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous produisons du plasma, nous en utilisons une quantité, mais il y a une grande quantité que nous ne pouvons pas absorber, que nous ne pouvons pas utiliser. Nos hôpitaux ne peuvent pas utiliser tout ce plasma, donc il est jeté, il est perdu. Malheureusement, ce plasma, il ne peut pas être accepté par des structures comme le laboratoire français de biotechnologie, qui a la capacité de transformer ce plasma en médicaments, notamment des protéines comme l'albumine, les facteurs de coagulation, les immunoglobulines, qui sont des médicaments qu'on utilise pour traiter beaucoup de maladies. Mais nous n'étions pas dans les conditions. Avec les conditions que nous allons avoir avec le prochain centre, nous pourrons, dans le cadre d'une démarche qualité que nous avons entreprise, pour aller vers une certification ou une accréditation de notre structure, notre plasma pourrait être accepté par ce genre de structure-là et nous pourrons le transformer en médicament pour nos propres besoins et nous pourrons aussi en fournir à des pays de la sous-région. C'est tout le mal que je nous souhaite. Alors, un dernier mot avant de clôturer. Monsieur Yacoub. Bon, c'est juste concernant ce centre de données, on considère que c'est
que c'est un grand projet. Et depuis longtemps, c'était un objectif, surtout dans le secteur du numérique. Une transformation numérique sans des centres de données nationaux n'a pas de sens, ne peut pas réussir. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, avec ce centre de données, avec d'autres centres de données que nous aurons dans le futur proche, Inch'Allah, le secteur va se développer davantage. Inch'Allah. Docteur Ba, vous êtes optimiste? Très optimiste. Ce projet, en tout cas pour nous, arrive à point nommé parce que les indicateurs en matière de mortalité maternelle sont très alarmants, vraiment. Et ce sera vraiment une bouffée d'oxygène pour le système de santé lorsque nous pourrons produire en tout cas suffisamment de sang pour sauver toutes ces femmes qui meurent malheureusement en couche et tous ces enfants en bas âge qui meurent d'anémie sévère et qui ne trouvent pas de sang pour les sauver. Et vraiment, nous ne pouvons pas exprimer en tout cas notre enthousiasme et notre soulagement, en tout cas d'être arrivés à ce niveau-là, à ce démarrage de ce chantier. Et nous espérons que bientôt nous nous retrouverons pour son inauguration. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Khadijatou Ba. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national de transfusion sanguine. Merci également à vous, Monsieur Yacoub Abidi, directeur des infrastructures au ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci, c'était vraiment assez instructif, surtout pour moi. Donc, j'appelle également aux dons de sang, aux volontaires, à tout le monde. J'en profite. Voilà. Et de la nationalisation des données. Voilà, et la nationalisation des données également. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la préparation de cette émission et bonne soirée.